La pluie battait contre les vitres de ma petite maison située dans un quartier tranquille de Montéréal, une ville moyenne du sud de la France. J'étais dans ma cuisine, un espace modeste mais chaleureux, où l'odeur du gaz de la vieille cuisinière se mêlait au parfum du café encore tiède. Sur l'étagère en bois, le vieux poste de radio diffusait un air mélancolique, un de ces boléros que mon mari Jean aimait tant, avant de nous quitter il y a déjà 10 ans. Cette musique me serrait le cœur, mais je la laissais jouer en arrière-plan, comme une présence invisible qui remplissait le silence. Je préparais un repas simple, une soupe fumante et du pain grillé. La journée avait été longue, et je comptais dîner seule. Pourtant, il y a environ 20 minutes, mon fils Antoine était rentré du travail, trempé par l'averse qui s'était abattue sur la ville. Il avait franchi le seuil sans dire grand-chose, laissant derrière lui des traces de boue sur le carrelage. En passant devant la cuisine, il avait posé une main lourde sur mon épaule. « Maman, je suis épuisé », avait-il murmuré d'une voix grave, presque éteinte. « Demain, j'ai une réunion. Je vais me coucher tôt. » J'avais levé les yeux et remarqué la rougeur dans son regard. Sans doute la fatigue ou un manque de sommeil. Je lui avais lancé, à moitié sévère et à moitié tendre. « Antoine, enlève ce manteau trempé. Tu es trempé jusqu'aux os. Tu risques d'attraper froid. » Il avait hoché la tête distraitement et était monté à l'étage, traînant les pieds jusqu'à son bureau, là où il passait souvent des heures, à taper sur son ordinateur. Je l'avais suivi du regard, me souvenant de l'époque où ce grand corps élancé tenait encore dans mes bras d'un simple geste. Ce soir-là, il me semblait particulièrement lourd, écrasé par un fardeau invisible. Je m'étais assise à table, posant les assiettes en silence. Mais avant que je ne porte la cuillère à mes lèvres, la sonnerie de la porte d'entrée retentit brusquement. Le bruit perçant résonna dans toute la maison, couverte à peine par le martèlement de la pluie. Mon cœur bondit. Qui pouvait bien venir à une heure pareille? Je m'essuyai les mains sur mon tablier et allai ouvrir. Sur le seuil se tenaient 2 policiers, leurs imperméables dégoulinant d'eau. Le plus grand, au visage marqué par des traits dangereux, tenait sa casquette à la main. Il se présenta d'une voix grave. « Bonsoir, madame. Capitaine Renaud, commissariat de Montéréal. » Il échangea un bref regard avec son collègue avant de prononcer ces mots qui firent s'effondrer le monde autour de moi. « Nous avons le regret de vous informer que votre fils, Monsieur Antoine, est décédé dans un accident de voiture il y a environ 1 heure. » Je sentis le sol disparaître sous mes pieds. Mon souffle se coupa. Les mots résonnaient dans ma tête, comme des coups de marteau. « Impossible !» balbutiai-je, la voix brisée. « Non, non, vous vous trompez. Mon fils est là-haut. Il dort. » Le capitaine Renaud fronça les sourcils, manifestement déstabilisé par ma réaction. « Êtes-vous certaine, madame ? » « Bien sûr que oui !» m'écriai-je presque. Je viens de lui parler il y a moins d'1 heure. Mon cœur battait à tout rompre, comme s'il voulait sortir de ma poitrine. Antoine avait posé sa main sur mon épaule. Il m'avait parlé. Je l'avais vu monter à l'étage. Comment pouvait-il affirmer une telle chose? Renaud fit signe à son collègue. Puis, calmement, il reprit. « Nous devons vérifier. Pourriez-vous nous conduire jusqu'à sa chambre ?» Je hochai la tête, encore sous le choc. Mes jambes tremblaient, tandis que je les menais dans l'escalier étroit de ma maison. Arrivé devant la porte de la chambre d'Antoine, je frappai doucement. « Antoine, mon fils !» Aucune réponse. Je tournai la poignée et ouvris la porte. La lumière jaunâtre de la lampe de chevet
illuminait la silhouette d'un corps allongé sous les couvertures. Un soulagement m'envahit. « Vous voyez ?» dis-je en pointant la forme sur le lit. « Il dort. » Mais le capitaine Renaud leva brusquement la main pour m'arrêter. Son visage se crispa. Il sortit son arme et, d'une voix basse mais ferme, ordonna « Madame, éloignez-vous, ce n'est pas votre fils. » Mon sang se glaça. Je reculai d'instinct vers le couloir, le souffle court. Renaud s'approcha du lit, saisit la couverture et la tira d'un coup sec. Ce qu'il révéla me coupa la respiration. Sous les draps, il n'y avait pas de corps, seulement un amas de serviettes et une veste soigneusement disposée pour imiter la forme d'une personne endormie. Je restais figée, les yeux écarquillés. « Mais je l'ai vu, murmurai-je. Il est monté. Il m'a dit qu'il allait dormir. » Le second policier me lança un regard méfiant. « Madame, êtes-vous certaine de ce que vous dites ?»« Oui, » répondis-je en tremblant. « Il était là, il y a moins d'1 heure. » Ma voix se brisa. Je ne comprenais plus rien. Qui avais-je vu dans ma cuisine? Qui avait posé sa main sur mon épaule avec cette voix fatiguée qui ressemblait tant à celle d'Antoine? Le capitaine Renaud parla brièvement dans sa radio, son ton tendu. « Cas suspect. Notez tout. » Puis il se tourna vers moi, son expression se voulant plus douce. « Madame, veuillez descendre avec nous. Nous devons discuter. » Je descendis mécaniquement les marches, comme une marionnette sans force. Dans le salon, je m'effondrai sur le vieux fauteuil qui, les mains serrées autour d'une tasse de thé froid, oubliée sur la table basse. Chaque tic-tac de l'horloge résonnait dans ma tête comme un glas. Renaud s'assit face à moi, son carnet ouvert. « Madame Claire, » dit-il calmement, « pouvez-vous me préciser l'heure exacte à laquelle vous avez vu votre fils pour la dernière fois ?» Je pris une grande inspiration pour reprendre mes esprits. « Il est rentré vers 9 heures. Il m'a dit qu'il était fatigué et qu'il allait se coucher. Je lui ai rappelé d'enlever son manteau mouillé. Puis il est monté. » Le capitaine Renaud nota soigneusement mes paroles avant d'ajouter. « Selon le rapport que nous avons reçu, l'accident a eu lieu vers 21h15. La voiture a quitté la route et a explosé. Les papiers d'identité retrouvés à l'intérieur portaient le nom de votre fils. Je restais bouche bée. Mais mon fils n'a pas de voiture. Il prend toujours la navette de son entreprise, Durand Ingénierie. Il détestait conduire. » Renaud hocha la tête, mais poursuivit d'une voix posée. C'était une voiture de location, réservée via une application à 19 heures. Je frappais la table du poing, la colère montant en moi. « Impossible! Antoine était en réunion toute l'après-midi. Il est arrivé ici à 9 heures. Comment aurait-il pu louer une voiture 2 heures plus tôt? » Le capitaine Renaud me regarda longuement. « Madame, nous pouvons demander une analyse ADN sur le corps retrouvé. »« Oui, » dis-je sans hésiter. « Faites-le. Je sais que quelque chose ne va pas. » Dans mon cœur, une flamme d'espoir s'alluma. Et si ce n'était pas Antoine dans cette voiture? Et si mon fils était encore vivant, quelque part? Mais aussitôt, une autre pensée glaciale me traversa. Si ce n'était pas lui, alors qui avait trouvé la mort à sa place? La nuit s'étira comme un ruban noir, sans fin. Après le départ des policiers, je restais seule dans mon salon, le regard perdu vers l'escalier. La lampe de la chambre d'Antoine éclairait encore le palier d'une lueur froide, comme un œil ouvert sur un lit désert. Je n'arrivais pas à comprendre. Qui avais-je vu monter à l'étage? Pourquoi ces serviettes arrangées sous la couette?
Mon esprit tournait en rond. Je me levais pour remettre de l'eau à chauffer, mais la bouilloire vibrait dans ma main. J'avais l'impression que mes doigts ne m'obéissaient plus. Un peu avant 2 heures du matin, la sonnette retentit de nouveau. Je sursautai et ouvris aussitôt. Le capitaine Renaud se tenait sous la pluie, le visage plus sombre qu'auparavant. « Madame Claire, » dit-il sans détour, « les résultats ADN viennent de tomber. Le corps retrouvé dans la voiture n'a aucun lien de parenté avec vous. Le défunt n'est pas votre fils. » Je m'agrippai au chambranle pour ne pas tomber. Un souffle de soulagement me traversa, immédiatement suivi d'une frayeur sourde. « Alors, où est Antoine ?» demandai-je d'une voix cassée. « Où est mon fils ?» Renaud posa une main ferme sur mon épaule. « Nous ouvrons officiellement une enquête pour disparition inquiétante. Nous allons vérifier ses communications, ses comptes, ses derniers déplacements. Essayez de vous reposer. Je vous promets que nous ferons le nécessaire. Se reposer. » Le mot me parut ironique. Je hochai la tête par politesse. Lorsqu'il quitta la maison, le silence retomba, lourd comme une couverture mouillée. Je pris mon téléphone et composai, encore et encore, le numéro de Valérie, l'épouse d'Antoine. Aucune réponse. J'écrivis. « Valérie, rappelle-moi. C'est grave. Antoine. » Les lettres se mélangeaient sous mes yeux. À l'aube, je n'avais pas dormi. J'avalais un café noir, amer, debout près de la fenêtre. Le ciel pâle de Montéréal se teignait de jaune derrière les toits ruisselants. Sur la table, la tasse d'Antoine portait encore une trace sèche, comme une petite cicatrice. Je passai le doigt dessus. Je sentis alors que la maison entière me regardait et attendait, elle aussi, un bruit de pas dans l'escalier. Le téléphone vibra à 7h45. La voix du capitaine était grave, maîtrisée. « Madame Claire, le dossier est enregistré. Nous avons besoin d'en savoir davantage sur les relations récentes de votre fils. Pouvons-nous passer ce matin ?»« Oui, venez, » répondis-je aussitôt. Ils arrivèrent à 8h30. Renaud et un jeune brigadier, silencieux, qui posa une mallette sur la table basse. Je leur servis de l'eau. Mes mains tremblaient toujours. Renaud ouvrit son carnet. « Avez-vous remarqué, ces derniers temps, un comportement inhabituel chez Antoine ? Même un détail peut aider. » Je pris quelques secondes pour ordonner mes souvenirs. Il était très tendu par le travail. Il parlait moins. Je croyais que c'était la pression. Mais Valérie, elle, se montrait étrange, souvent en colère. Elle disait qu'Antoine la trompait avec sa secrétaire. Une jeune femme, Lucie. Renaud leva les yeux. « Lucie? Elle travaille où ?»« Chez Durand Ingénierie, l'entreprise d'Antoine. Il y est directeur de projet. Lucie est, d'après ce qu'il m'a dit, sa secrétaire. » Le capitaine composa rapidement un numéro. Il demanda à joindre les ressources humaines de la société. J'écoutais, les yeux fixés sur la nappe. Quand il raccrocha, son regard s'assombrit. Antoine ne s'est pas présenté ce matin. Aucun message, aucun congé posé. Mon cœur se serra. Je me levai pour récupérer un album posé dans le buffet. J'en sortis une photo récente. 3 semaines auparavant, devant la maison, Antoine entourait l'épaule de Valérie. Nous sourions tous les 3, mais à présent la moue de Valérie me paraissait forcée, comme une grimace déguisée. Renaud observa la photo, prit des notes, puis referma son carnet. Nous allons passer chez Durand Ingénierie. Nous parlerons à Lucie et à l'équipe. Restez joignables. La porte se referma sur eux, et je restai là, dans l'encadrement,
à regarder la rue noyée de lumière blanche. Un pressentiment me traversa. Tout cela formait un puzzle dont les pièces, encore éparses, allaient bientôt se recoller. Vers le milieu de l'après-midi, mon téléphone vibra. La voix du capitaine était brève, pressée. « Nous sommes dans les locaux de Durand Ingénierie. Pouvez-vous venir, madame? Certains éléments seront plus clairs si vous les entendez vous-même. » J'arrive. Je pris un taxi. À mesure que la voiture s'approchait de l'immeuble vitré, un poids montait dans ma poitrine. C'était le lieu où Antoine avait donné tant d'années, tard le soir, au prix de son sommeil. Dans le hall, la réceptionniste me reconnut et força un sourire. « Bonjour, Madame Claire. Nous n'avons pas vu Monsieur Antoine aujourd'hui. »« Je viens pour le capitaine Renaud, » dis-je simplement. On me guida jusqu'à une salle de réunion au 3e étage. À travers la vitre dépolie, j'aperçus un homme en uniforme et une jeune femme aux épaules rentrées. Quand j'entrai, la jeune femme baissa la tête. Elle était pâle, les doigts crispés sur le bord de la table. Renaud me fit signe de m'asseoir. « Madame Claire, voici mademoiselle Lucie. Nous aimerions que vous écoutiez ce qu'elle a à dire. » Je me posai, serrai mes mains pour les empêcher de trembler, et attendis. Lucie inspira longuement avant de parler. Sa voix vacillait. « Madame, je veux d'abord vous demander pardon. Si ma présence a semé des malentendus... » J'ai admiré Monsieur Antoine, son sérieux, sa gentillesse. J'ai parfois cherché des prétextes pour rester plus tard au bureau. J'ai laissé croire à certains qu'il se passait quelque chose. Mais lui a toujours été irréprochable. Un soir, il m'a appelé dans son bureau et m'a dit clairement qu'il aimait sa femme, qu'il ne voulait aucun sous-entendu, et que je devais garder mes distances. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle détourna le regard. Je suis vraiment désolée. Je ne répondis pas. Une chape de chagrin et de colère me pesait sur la poitrine. Je pensais à toutes les disputes à la maison, aux phrases de Valérie, jetées comme des couteaux. « Tu me prends pour une idiote? Tu la vois tous les soirs. » À cet instant, je compris que la jalousie avait grandi sur des gestes anodins, nourris par l'imprudence d'une jeune femme et par la susceptibilité d'une épouse blessée. Renaud reprit, d'un ton net. Madame Valérie était-elle au courant de ces ambiguïtés? « Oui, » répondit Lucie d'une voix presque inaudible. Elle m'a surprise un jour dans le couloir avec Monsieur Antoine. Je lui parlais d'un dossier. Elle m'a lancé un regard terrible. Puis, elle est partie sans un mot. Le capitaine nota, puis releva la tête. « Avez-vous vu Monsieur Antoine hier soir? »« Non, j'étais affectée à un autre étage. Je ne l'ai pas croisé après la fin d'après-midi. » Il hocha la tête et lui indiqua la sortie. Avant de partir, Lucie se tourna vers moi. « Madame, je n'ai jamais voulu du mal. Je suis navrée. » Je la regardais sans bouger. Je ne la haïssais pas. Son erreur avait été de jouer avec des apparences. Mais au fond, je sentais que la vérité se cachait ailleurs, derrière une ombre plus large. Après l'entretien, le capitaine me proposa de descendre au café au coin de la rue. Nous nous assîmes dans un renfoncement calme. L'odeur du pain grillé et le claquement régulier de la machine à espresso adoucirent un peu l'instant. Renaud parla plus bas. « Si le récit de Lucie tient, votre fils n'a jamais été infidèle. » Mais Valérie était persuadée du contraire. Je hochai la tête, le goût amer dans la bouche. « La jalousie vide l'âme, » murmurai-je. « Elle ronge tout, elle ment, elle pousse aux excès. » Nous restâmes silencieux. Je pensais à Valérie, aux nuits, où elle avait quitté la maison sans prévenir, aux jours entiers pendant lesquels elle ne donnait pas de nouvelles.
Antoine rentrait alors chez moi, les épaules lourdes. Il mangeait sans appétit, puis s'endormait sur le canapé. « Ça va passer », disait-il. « Elle est fatiguée. » Je posais ma main sur la table. « Capitaine, je ne sais pas où est mon fils, mais s'il est vivant, je le retrouverai. » Il me regarda, une lueur de respect au fond des yeux. « Nous aussi, Madame Claire, je vous le promets. » Lorsque je sortis du café, le soleil de l'après-midi filtrait entre les feuilles des platanes. La chaleur ne me réchauffait pas. Un froid intérieur continuait de m'enserrer. Je repris un taxi vers la maison. Tout le long du trajet, l'image de Lucie, tête basse et mains tremblantes, ne me lâchait pas. Mais, au-delà d'elle, un autre visage se dessinait dans ma mémoire. Celui de Valérie, la mâchoire serrée, les yeux blessés. Si elle croyait qu'Antoine l'avait trahie, jusqu'où aurait-elle pu aller? La soirée tomba sur Montréal. J'ouvris mon petit oratoire, allumai une bougie près de la photo de Jean et serrai mon chapelet. Protège-le, mon Dieu. Garde Antoine. Donne-moi la force. Les larmes me montèrent aux yeux mais ne coulèrent pas. Quelque chose, en moi, s'était durci. Non pas de la haine, non pas de la vengeance, mais un refus absolu de céder à la peur. Le lendemain, à peine le jour levé, le téléphone sonna. Je décrochai d'une main vive. « Capitaine Renaud ? Oui, nous progressons sur un autre front, madame. Nous aurions besoin de vos informations sur les assurances, les biens d'Antoine. Pourrions-nous passer dans la matinée ?» Le mot assurance me frappa au ventre. Une phrase de Valérie, jadis prononcée en riant trop fort, remonta entière. S'il t'arrivait quelque chose, au moins, il resterait l'assurance vie. Sur le moment, j'avais balayé d'un geste ce mauvais esprit. Là, il revint comme un éclair. Je raccrochai, ouvris le placard de la chambre d'Antoine et sortis la petite boîte métallique où il rangeait ses documents. Mes doigts fouillèrent parmi les dossiers. Je trouvai enfin une police de contrat, signée 2 ans plus tôt. En bas, noir sur blanc. Bénéficiaire, Valérie Martin. Montant assuré, 10 millions d'euros en cas de décès accidentel. Le papier me brûla presque la peau. Je pris mon téléphone. « Capitaine, » dis-je d'une voix sèche, « j'ai trouvé la police d'assurance vie d'Antoine. La bénéficiaire, c'est Valérie. Vous devez voir ça. »« Nous arrivons, » répondit-il. Moins d'1 heure plus tard, il entra avec une collègue, une spécialiste financière nommée Sophie. Dans le salon, Sophie lit chaque clause, méthodique. Montant garanti en cas d'accident. Dossier en règle, dit-elle. Rien d'illégal en apparence. Renaud referma la chemise et planta son regard dans le mien. Si quelqu'un a mis en scène un accident, la personne qui tente d'encaisser l'assurance est un point clé. Nous allons interroger la compagnie. Madame Claire, voulez-vous nous accompagner? Oui, répondis-je sans hésiter. Je veux entendre de mes oreilles. Nous sortîmes. La lumière du midi frappait les vitrines, indifférente à nos tourments. Ma peur, elle, se resserrait et, curieusement, m'éclairait. Je commençais à distinguer, derrière les apparences, des lignes nettes. Une intention, un plan. J'eus alors la certitude, simple et terrible, que nous venions de mettre le pied sur la vérité. Le siège de la compagnie d'assurance se trouvait dans un quartier animé de Montréal, dans un immeuble moderne de verre et d'acier. Nous franchîmes le hall brillant, nos pas résonnant sur le marbre. Le réceptionniste, courtois, nous guida jusqu'au 5e étage. Là, un homme d'une 50aine d'années, costume sombre et lunettes fines, nous accueillit avec un sourire mesuré. « Je suis Sébastien Rive, responsable du service client.
Veuillez entrer. » Nous prîmes place dans son bureau sobre, décoré de classeurs alignés et d'une grande fenêtre donnant sur la rue grouillante. Renaud posa son carnet sur la table. « Monsieur Rive, » dit-il, « nous enquêtons sur un dossier lié à Monsieur Antoine Martin. Auriez-vous eu récemment la visite de son épouse, Madame Valérie Martin ?» L'homme consulta rapidement son ordinateur, pianotant quelques secondes. Puis il leva les yeux. En effet, Madame Martin est venue lundi dernier pour se renseigner sur les modalités de versement de l'assurance-vie de son mari. Je sentis un frisson glacé parcourir mon échine. Lundi, c'était la veille de la disparition d'Antoine. Était-elle seule ? Demandai-je, la voix tremblante. Rive fronça légèrement les sourcils, retourna sur son clavier, puis fit pivoter son écran vers nous. Une image d'une caméra de surveillance apparut. Valérie, en chemisier clair, lunettes de soleil sur le nez, franchissait l'entrée. À son bras, un homme grand, vêtu d'un costume gris, posait une main familière sur son épaule. Renaud me regarda, attentif. Je sortis de mon sac une photo d'Antoine, prise quelques semaines plus tôt. Rive secoua la tête sans hésiter. Non, ce n'est pas lui. L'homme qui l'accompagnait n'était pas Monsieur Martin. Mes yeux se fixèrent sur la silhouette floue de la vidéo. Quelque chose dans sa stature, dans son maintien, me paraissait connu. Je rapprochai le visage, malgré la mauvaise qualité. Soudain, comme un éclair, la mémoire m'assaillit. « Je connais cet homme », murmurai-je d'une voix étranglée. « C'est Julien Arnaud. » Le capitaine Renaud arqua les sourcils. « Vous êtes sûr ?»« Absolument. Julien est le rival professionnel d'Antoine. Il dirige une société concurrente, Arnaud Construction. Antoine m'avait parlé de lui plusieurs fois. Il m'avait prévenu. Cet homme est dangereux. Il triche. Il veut m'évincer. » Le capitaine serra les mâchoires. Il demanda à Rive d'imprimer la vidéo comme preuve, puis se tourna vers moi. Si Valérie s'affiche publiquement avec cet homme et qu'ils s'intéressent ensemble à l'assurance, il est possible qu'il y ait une conspiration. Mon cœur battait si fort que je crus qu'il allait se briser. Valérie, ma belle-fille, que j'avais accueillie comme une fille, apparaissait aux côtés de l'ennemi d'Antoine, la veille même où tout avait commencé. Nous quittâmes l'immeuble, les documents sous le bras. Le soleil de midi brillait sans chaleur. Dans la voiture de Renaud, je regardais la photo floue de Julien. Mes doigts la serraient comme une preuve maudite. « Capitaine, » dis-je d'une voix basse, « si Valérie et Julien sont ensemble, alors Antoine est en danger. » Il hocha la tête. « Nous allons vérifier. » Le lendemain matin, je fus convoqué au commissariat. Renaud m'attendait dans son bureau, une lourde chemise posée devant lui. Il me la fit glisser. « Julien Arnaud, directeur général d'Arnaud Construction. Depuis 2 ans, il se dispute avec votre fils 3 projets majeurs. Les rumeurs disent qu'il a tenté de soudoyer des investisseurs, qu'il ne recule devant rien pour gagner. » Je feuilletais les pages. Les photos de Julien, ses yeux froids, son sourire figé, me donnèrent de la chair de poule. Je pointais du doigt une image. C'est bien lui. Je l'ai entendu un jour dans une conversation téléphonique avec Valérie. Elle prétendait parler de travail, mais j'ai reconnu son prénom. Renaud soupira. Nous avons suivi la piste du téléphone de Valérie. Son signal a été localisé dans une commune voisine, Saint-Grégoire, juste après l'accident. Nous avons placé une équipe en surveillance. Je restais figé. Saint-Grégoire? Mais pourquoi là-bas?
Le capitaine sortit une série de photos. Mon souffle se coupa. Valérie et Julien y apparaissaient côte à côte, sortant d'une petite maison au volet vert, marchant main dans la main comme un couple. Sur une autre, ils s'embrassaient en pleine rue. « Les voisins les considèrent comme mari et femme », dit Renaud d'une voix dure. Je portais les mains à mon visage. Une brûlure me traversa les yeux. Valérie, que j'avais traitée comme ma propre fille, riait au bras de l'homme qui voulait détruire Antoine. « Et mon fils? Où est-il » demandai-je, la gorge serrée. Le capitaine ne répondit pas immédiatement. Son regard se voila. « Nous ne savons pas encore. Mais il est clair qu'il ne s'agit pas d'une simple fugue. » Je pris une inspiration tremblante. « Capitaine, il y a quelque temps, j'ai surpris Valérie au téléphone. Elle parlait d'une cabane abandonnée près du vieux bois de pin, avec Julien. Je croyais à une plaisanterie. Peut-être que c'est là qu'ils retiennent Antoine. » Renaud se redressa, ses yeux brillants d'une lueur nouvelle. « Pouvez-vous décrire l'endroit ?» Je fermai les yeux, me souvenant de ces mots, du chemin évoqué. Oui. Un vieux pont de bois franchit un ruisseau. Un sentier de terre mène à une cabane cachée, derrière de grands pins. Elle est abandonnée depuis des années. Le capitaine transmit aussitôt l'information par radio. Une équipe fut dépêchée sur place. Les heures suivantes furent interminables. J'attendais dans mon salon, assise au bord de ma chaise, mon chapelet serré entre les doigts. Chaque tic-tac de l'horloge résonnait comme un tambour de guerre. Vers 23 heures, le téléphone sonna. « Madame Claire », dit Renaud d'une voix tendue, « une camionnette suspecte a été repérée près de la cabane. Nous lançons l'opération ce soir. »« J'y vais », répondis-je aussitôt. « Non, c'est trop dangereux. Capitaine, je dois être là. Si Antoine est vivant, je dois le voir. » Il hésita, puis céda. Une demi-heure plus tard, j'étais dans un véhicule de la police, roulant à travers les routes sombres bordées de pins. La lune se reflétait sur les flaques. Les phares découpaient la forêt d'ombres mouvantes. En arrivant près de la cabane, Renaud me fit signe de rester dans la voiture. J'aperçus, au loin, une lumière faible filtrant par une fente de planches. Les radios grésillaient. Confirmation visuelle. Antoine était à l'intérieur, mains liées au sol. Je portais mes mains à ma bouche. Mon cœur bondissait. 1 minute plus tard, Renaud ordonna l'assaut. Les forces spéciales en civil se déployèrent. Des coups secs brisèrent la porte. Des cris éclatèrent. Puis, le silence. La voix du capitaine retentit dans la radio. « Cible sécurisée. Antoine est vivant. Les suspects sont arrêtés. » Je n'y tins plus. Je jaillis de la voiture, courant vers la cabane malgré les protestations. À l'intérieur, je vis mon fils, amaigri, les poignets marqués par les cordes. Ses yeux rouges se levèrent vers moi. « Maman !» Je tombai à genoux et l'enveloppais de mes bras. Mes larmes se mêlaient à sa sueur. « Je suis là, Antoine. Je suis là. » Il serra mes épaules de ses mains tremblantes. « Je croyais ne jamais te revoir, » souffla-t-il. Je le berçais comme un enfant, répétant encore et encore. « Tu es vivant. C'est tout ce que ces coups qui comptent. » Autour de nous, les policiers menottaient Valérie et Julien. Valérie hurlait, se débattait. Julien, lui, restait impassible, les lèvres serrées, comme s'il avait déjà accepté son sort. Renaud posa une main ferme sur mon épaule. « Madame, nous avons votre fils. Il est sauvé. » Je relevai les yeux vers lui. Jamais je n'oublierai l'éclat de respect et de compassion que je lus dans son regard.
À l'hôpital de Montéréal, l'aube filtrait par les stores de la chambre. Antoine dormait enfin, le visage apaisé, une perfusion dans le bras. Je restais assise près de lui, la main posée sur son avant-bras maigri, attentive au moindre souffle. Chaque bip du moniteur me rassurait. Entre deux silences, j'entendais encore les bruits de la cabane. Le bois qui craque, les voix étouffées, l'ordre du capitaine, la porte qui cède. Je fermais les yeux. La fatigue aurait dû m'emporter, mais quelque chose me tenait droite. Le besoin de comprendre jusqu'au bout. Vers 8 heures, la porte s'entr'ouvrit. Le capitaine Renaud entra sur la pointe des pieds. Il avait le visage tiré d'une nuit blanche, mais ses yeux demeuraient vifs. « Madame Claire, je suis désolée de troubler ce moment. L'interrogatoire commence. Si vous le souhaitez, vous pourrez observer depuis la pièce adjacente, derrière la vitre sans teint. » Je regardais mon fils endormi, puis le capitaine. J'hochais la tête. J'y serais. On me conduisit au commissariat. Un couloir silencieux menait aux salles d'audition. Renaud me fit entrer dans une petite pièce sombre. De l'autre côté de la vitre, Valérie était assise, les mains jointes, le regard fixé sur la table métallique. Elle portait un pull gris, trop large. Elle ne pleurait pas. Elle ne parlait pas. Elle respirait vite, comme si l'air lui manquait. Renaud entra dans la salle, posa un dossier sur la table et s'assit face à elle, calme. « Madame Valérie Martin », commença-t-il d'une voix égale. « Vous êtes placée en garde à vue pour séquestration, tentative d'homicide, fraude à l'assurance et obstruction à la justice. Avant de répondre à mes questions, souhaitez-vous la présence d'un avocat ?» Son avocat était déjà là, les mains croisées sur son carnet. Valérie hocha lentement la tête. Oui, elle comprenait. Oui, elle acceptait que l'on enregistre. Le capitaine déplia plusieurs photographies. On y voyait la maison de Saint-Grégoire, Valérie et Julien, au marché, la visite à l'assureur, la caméra de sécurité, où l'on reconnaissait la silhouette de Julien, et surtout l'intérieur de la cabane. Antoine au sol, les poignets marqués. Il laissa le silence peser, comme pour lui offrir la possibilité d'en finir avec le mensonge. « Madame Martin, » dit-il enfin, « nous savons que le corps retrouvé dans la voiture de location n'était pas celui d'Antoine. Nous avons le rapport du médecin légiste. Nous savons aussi que vous êtes allé à l'assureur la veille de sa disparition, accompagné de Julien Narnaud. Nous avons récupéré, dans votre sac, la caméra d'un véhicule démonté et caché. Elle contient des images de la nuit de l'incendie. Souhaitez-vous vous parler ? Je retins mon souffle. Valérie posa le regard sur la photo d'Antoine, puis sur ses propres mains. Elle sembla rétrécir sur sa chaise. Quand sa voix sortit, elle était rauque, fatiguée, mais claire. « J'ai cru qu'il me trompait, » murmura-t-elle. J'ai cru qu'il m'avait remplacée. Chaque soir, je l'imaginais ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Je n'en dormais plus. Julien m'a dit « Il se moque de toi. Il te laissera sans rien. » Non. Je l'ai cru. L'avocat effleura son poignet pour l'inciter à mesurer ses mots. Valérie poursuivit, sans relever la tête. Au début, c'était une idée, un délire. Puis, Julien a tout organisé. Il a parlé d'un accident, d'un versement rapide. Tu souffres, Valérie. Il doit payer. J'ai accepté. Je suis allée à l'assureur pour me renseigner. Lundi, Renaud ne l'interrompit pas. Il lui donna de l'espace. Le soir où Antoine a disparu, reprit-elle, j'ai mis des somnifères dans sa tisane. C'était faible, juste assez. Je ne voulais pas le tuer. Juste que tout s'arrête.
Julien a attendu dehors. Quand Antoine s'est endormi, nous l'avons déplacé. Il ne s'est pas réveillé. Nous l'avons emmené à la cabane. Là-bas, on l'a attaché. Je le voyais respirer. Je me disais, demain je renonce. Mais le lendemain, Julien a durci le plan. Elle ferma les yeux, et 2 larmes roulèrent. Pour la voiture, je n'ai pas allumé moi-même, dit-elle d'une voix cassée. Julien avait tout prévu. Le corps, il l'avait trouvé dans un endroit clandestin. Il a mis les papiers d'Antoine dans la veste. J'étais là. J'ai regardé ailleurs. Puis nous sommes partis. J'entendais le feu. Je tremblais tellement que j'ai vomi sur le bas-côté. Julien disait « C'est trop tard pour reculer ». Renaud prit note sans la brusquer. « Pourquoi la caméra de bord dans votre sac ?»« Pour effacer les traces », répondit-elle. Julien l'a démonté. Il me l'a confié. J'avais peur qu'il s'en serve contre moi après. Je l'ai caché. Elle releva enfin les yeux, rouge, battue. Je n'ai pas osé tuer Antoine. Je ne voulais pas sa mort. Je voulais qu'il souffre autant que moi. C'est monstrueux, je le sais. Je suis devenu quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Le capitaine referma calmement le dossier. Votre déclaration est enregistrée. Vous aurez à répondre devant la justice. Valérie baissa la tête, sans un mot de plus. Dans la salle voisine, une autre audition commençait. Julien Narnaud, menotté, la mâchoire dure, regard oblique. Il dégageait une froideur métallique. On lui lut ses droits. Il refusa d'abord de parler. On lui montra alors le fichier trouvé dans son ordinateur portable. Un plan détaillé, étapes numérotées, achat de matériel, location, trajet. On lui opposa les mouvements bancaires, un retrait d'espèces pour rémunérer un intermédiaire, l'achat de cartes SIM anonymes, la location de la voiture. On lui présenta les photos de Saint-Grégoire, la vidéo à l'assureur, la caméra retirée, l'empreinte de sa chaussure dans la cabane. Julien se renfrogna. Sa voix, quand elle sortit, était plate. « Je n'ai forcé personne. Valérie voulait se venger. Moi, je voulais neutraliser un concurrent déloyal. Il aurait fini par me ruiner. J'ai optimisé la situation. Optimisé. » Ce mot, lancé avec cynisme, me glaça. À travers la vitre, je sentis ma colère bouillir, mais elle se mua en une résolution muette. Tout dire, tout suivre, jusqu'au verdict. Renaud resta imperturbable. « Vous avez enlevé Antoine Martin. Vous avez falsifié une scène d'accident. Vous avez tenté de percevoir une assurance en usurpant une mort. Vous parlez de optimisation. La justice parlera de crime. » Julien haussa les épaules, sans repentir. En fin de matinée, je rejoignis l'hôpital. Antoine était éveillé. La lumière douce soulignait la pâleur de ses joues. Lorsque j'entrai, il tenta de se redresser. Je posai la main sur sa poitrine. « Doucement, mon grand. » Il me sourit faiblement. « Ils t'ont dit quelque chose ?» Je m'assis et lui racontais sans m'attarder sur les détails sordides. Je lui parlais de la confession de Valérie, des preuves accumulées, de la froideur de Julien. Antoine écoutait en silence, les yeux brillants. À la fin, il murmura. Je n'ai pas su voir jusqu'où elle allait. J'ai voulu la protéger, la comprendre, éviter le scandale. J'ai fermé les yeux. Je lui pris la main. Tu as voulu croire en l'amour. Ce n'est pas une faute. Les fautes sont ailleurs. Il tourna la tête vers la fenêtre. Dehors, les nuages d'air se dissipaient. Un rayon de soleil vint mourir sur son oreiller. Le médecin entra. Il confirma que les blessures physiques guériraient. Déshydratation, contusion, quelques brûlures légères de corde.
Mais pour le reste, il faudra du temps, madame, ajouta-t-il doucement. Je hochai la tête. Le temps, je l'avais. Je donnerais tout ce qui me restait de souffle et de patience. Les jours suivants furent sans consacrés aux formalités. Déposition, signature, expertise. Renaud venait souvent, en civil parfois, avec un dossier sous le bras et un petit bouquet de marguerites cueillies devant le commissariat qu'il déposait sans un mot sur le rebord de la fenêtre. Sa présence tranquille me faisait du bien. Le parquet a ouvert une information judiciaire, m'expliqua-t-il. La juge d'instruction a été désignée. Valérie coopère. Julien nie l'intention d'homicide mais reconnaît la mise en scène. Les pièces sont solides. Et l'assurance ? Demandai-je. L'assureur s'est constitué partie civile. Leur responsable, M. Reeves, a fourni tous les éléments. Ils ont stoppé toute procédure de versement. Je respirais plus librement. La boucle se refermait. Restait la justice, la réparation et la reconstruction de notre vie. Un soir, alors que le soleil déclinait sur Montéréal, Renaud s'assit au pied du lit d'Antoine. Il parla peu, comme à son habitude, mais ses mots étaient droits. « Vous êtes vivant. C'est l'essentiel. Maintenant, il faut penser à ce que vous ferez de cette vie. » Antoine sourit. Je repartirai, autrement, plus net. « C'est la meilleure réponse, » dit le capitaine. Quand il partit, je restai un long moment à regarder mon fils dormir. Je pensais à Juan, mon mari disparu depuis 10 ans, à sa radio posée sur la crédence, au boléro qui berçait nos soirées. Je chuchotais vers son souvenir. « Tu vois, Juan, je l'ai ramené. » La convocation au tribunal correctionnel puis criminel arriva rapidement. Tout allait se jouer à Montéréal. La juge programma d'abord une audience de mise en état, puis la date du procès. Avant cela, une ultime confrontation eut lieu, où Valérie, tête basse, confirma ses aveux. Elle dit n'avoir jamais eu l'intention de tuer. Elle s'accrochait à ce fil pour alléger sa conscience. Julien, lui, resta dans sa posture glacée. Il parlait d'affaires, de calcul, de rationalité. Il n'y avait plus de cœur, seulement des chiffres. La veille du procès, je rentrais chez moi pour la première fois depuis des jours. J'ouvris les fenêtres. L'air de la fin d'après-midi entra en tourbillonnant, mêlé d'odeurs de pluie et de terre. La vieille radio sur l'étagère se mit à grésiller. Par réflexe, j'effleurai le bouton. Une musique ancienne remplit la cuisine. J'allumai la gazinière. Dans la marmite, l'eau se mit à chanter. Je coupais des légumes comme autrefois. Des gestes simples, réguliers, presque rituels. Quand Antoine franchit le seuil, appuyé sur sa canne, il sourit à cette scène. « Le bouillon ?» demanda-t-il. « Le bouillon !» répondis-je en souriant. « Celui du premier soir. Mais cette fois, la flamme ne s'éteindra pas. » Nous mangeâmes en silence, puis nous parlâmes longuement. Pas du procès à venir, de nous, de ce que nous aimions, du jardin qu'il voulait reprendre, de la bibliothèque qu'il rêvait d'ordonner, de la mer que nous irions voir quand tout serait terminé. Je lui dis, « Quoi qu'il arrive demain, nous avons déjà gagné. Tu es vivant, Antoine, et moi, je suis là. » Il posa sa main sur la mienne. « Je témoignerai. Je dirai ce qu'ils m'ont fait. Pas pour me venger, pour que tout soit net. »« Alors nous irons jusqu'au bout, » répondis-je. Je rangeai la cuisine. Puis je déposai une bougie sur le petit autel où la photo de Juan veillait encore. La flamme tremblotante éclaira doucement le cadre. Je pensais aux mères qui, partout, cherchent leurs enfants, espèrent, se battent, s'épuisent.
J'eus une pensée pour elles, pour leur courage, pour leur silence plein de cris. Cette nuit-là, je dormis enfin. Un sommeil lourd, sans rêve, comme un port après la tempête. Demain, la justice parlerait. J'avais peur, bien sûr. Mais au fond de moi, plus fort que la peur, brûlait une certitude simple. La vérité a un poids, une densité. Quand on la pose sur la table, elle finit toujours par faire taire le vacarme. Je me tournais vers l'ombre douce d'Antoine, assoupi dans la chambre voisine. Je murmurais dans le noir. « Mon fils, demain nous tiendrons nos places. Et quoi que dise le juge, je te le promets, je ne te laisserai plus jamais seul. » Le palais de justice de Montréal se dressait sous un ciel chargé, ses colonnes grises semblant supporter le poids des siècles et des secrets. Ce matin-là, la foule se pressait devant les marches. Journalistes, curieux, famille. Chacun voulait voir de ses yeux le procès de Valérie Martin et de Julien Arnaud, cette histoire qui avait secoué toute la région. Je montais lentement les marches, Antoine à mes côtés, encore faible, s'appuyant sur une canne. Son visage pâle reflétait autant la fatigue que la détermination. À l'intérieur, le grand hall résonnait de voix étouffées et de pas rapides. Nous fûmes conduites dans la salle d'audience. Les bancs de bois, les vitraux aux teintes froides, l'estrade de la juge. Tout respirait la gravité. Je m'assis au premier rang, mon fils à côté de moi, le capitaine Renaud un peu en retrait. Le procureur disposa ses dossiers. L'avocat de Valérie installa ses notes. Celui de Julien ajusta ses lunettes. Puis la juge entra. Une femme sévère, cheveux tirés, robe noire à col blanc. Le silence tomba. « L'audience est ouverte », déclara-t-elle d'une voix ferme. « Nous examinons aujourd'hui les charges retenues contre Madame Valérie Martin et Monsieur Julien Arnaud. Séquestration, tentative d'homicide, fraude à l'assurance et association de malfaiteurs. » Elle leva les yeux vers les deux accusés. Valérie baissa la tête, les cheveux tombant sur son visage. Julien, lui, fixait droit devant lui, impassible, comme un joueur de cartes refusant d'abattre sa main. Le procureur se leva et raconta l'affaire dans ses grandes lignes. La disparition d'Antoine, le faux accident, la cabane de Saint-Grégoire, la tentative d'escroquerie. Il présenta les preuves. Vidéos, témoignages, objets saisis. Chaque mot résonnait comme un coup de marteau. Puis vint le temps des auditions. Antoine fut appelé à la barre. Il se leva avec peine, s'appuya sur sa canne et s'avança lentement. Mon cœur se serra de fierté et de douleur. Quand il parla, sa voix était faible mais claire. « Le soir de ma disparition, dit-il, ma femme m'a offert une tisane. J'ai senti un goût amer. Peu après, je me suis assoupie sans comprendre. Quand je me suis réveillée, j'étais attachée dans une cabane, seule sans lumière. J'entendais parfois des voix, celle de Julien surtout. Il parlait d'argent, de parts de marché, de contrats. Valérie venait aussi. Elle pleurait, elle disait qu'elle voulait juste que je souffre. J'ai cru que je mourrais là-bas. Il fit une pause. Son regard se posa sur moi, puis sur la juge. Je ne souhaite pas de vengeance. Je souhaite seulement que la vérité soit reconnue. Un silence lourd suivit. La juge acquiesça et le laissa regagner sa place. Je posai ma main sur la sienne lorsqu'il revint s'asseoir. Ce fut ensuite le tour du capitaine Renaud. Il décrivit l'enquête, la découverte de la cabane, l'assaut, les aveux de Valérie, les preuves matérielles contre Julien. Son ton était précis, sans emphase. Mais ses mots traçaient une image implacable. Quand Valérie fut invitée à parler, elle leva enfin les yeux.
Ses joues étaient creuses. Ses mains tremblaient. « Je reconnais mes fautes, » dit-elle d'une voix brisée. « J'ai cru qu'Antoine me trompait. J'ai laissé la jalousie m'aveugler. Julien m'a convaincu que je devais me libérer, que la seule façon était de le faire disparaître. Je n'ai pas eu le courage de le tuer. Mais j'ai participé. J'ai regardé ailleurs quand tout se mettait en place. J'ai trahi l'homme que j'avais juré d'aimer. » Ses larmes coulèrent. Elle serra son foulard comme si elle voulait s'y accrocher pour ne pas sombrer. « Je suis coupable, » conclut-elle. « Je mérite la punition. » Un murmure parcourut la salle. Certains hochaient la tête. D'autres murmuraient des reproches. Moi, je la regardais avec un mélange de colère et de pitié. J'avais accueilli cette femme. Je lui avais ouvert ma maison. Aujourd'hui, je voyais une âme déchirée, perdue dans ses propres mensonges. Puis ce fut le tour de Julien. Son avocat tenta de le présenter comme un simple partenaire, entraîné malgré lui. Mais Julien se leva et prit la parole avec une assurance glaciale. « Je ne regrette rien, » déclara-t-il. « Dans les affaires, il faut être fort. » Antoine Martin était un obstacle. J'ai voulu l'écarter. J'ai utilisé les failles. Et de son entourage, Valérie souffrait. Je lui ai offert une issue. Elle a accepté. Ce n'était pas un meurtre, c'était une stratégie. La salle frémit. Le cynisme de ses mots glaça l'air. La juge fronça les sourcils. « Vous appelez stratégie ce qui s'apparente à un crime ?» Julien soutint son regard. « Je dis la vérité. Dans le monde où nous vivons, seuls les plus durs survivent. » Je serrai les poings. À côté de moi, Antoine ferma les yeux, comme pour se protéger de ces phrases venimeuses. Les plaidoiries occupèrent l'après-midi. Le procureur insista sur la préméditation, la cruauté, l'appât du gain. L'avocat de Valérie plaida les circonstances, la manipulation, l'état psychologique fragile de sa cliente. Celui de Julien parla de concurrence économique, tenta de minimiser la séquestration. La juge leva l'audience en fin de journée et annonça que le verdict serait rendu le lendemain. Nous sortîmes du palais de justice. Les journalistes se ruèrent avec leurs micros, leurs questions. Renaud les écarta d'un geste ferme. Antoine et moi marchâmes côte à côte jusqu'à la voiture. Le ciel s'assombrissait. La pluie commença à tomber, fine, régulière. À la maison, nous dînâmes en silence. Antoine poussa lentement son assiette. « Maman, » dit-il, « si je survis à tout cela, je veux changer de vie. Quitter ce monde d'affaires, d'argent. Je veux construire autrement. Peut-être enseigner, partager ce que je sais. » Ces mots me firent du bien. Je vis dans ses yeux une flamme nouvelle, fragile encore, mais réelle. Le lendemain, la salle d'audience était comble. Le silence pesait quand la juge prononça le verdict. Après délibération, le tribunal condamne M. Julien Arnaud à 25 années de réclusion criminelle pour séquestration, tentative d'homicide et fraude aggravée. Madame Valérie Martin est condamnée à 12 années d'emprisonnement pour complicité, avec possibilité de révision en cas de bonne conduite. Un murmure parcourut la salle. Julien resta de marbre, les lèvres serrées. Valérie éclata en sanglots. Elle se tourna vers Antoine, balbutiant. « Pardon. » Antoine la regarda longuement, puis détourna les yeux sans un mot. Je sentis mon cœur lourd, mais aussi soulagé. La justice avait parlé. Les chaînes invisibles qui pesaient sur nous s'étaient rompues. Après l'audience, nous sortîmes dans la lumière crue de l'après-midi. Renaud nous accompagna jusqu'aux marches. « C'est fini, » dit-il doucement. « Du moins, pour la justice. À vous maintenant de reconstruire. »
Je le remerciai d'un regard. Puis je pris le bras de mon fils. Nous descendîmes les marches lentement, sous les flashs des photographes, mais je n'entendais plus rien. Je ne voyais que le ciel, clair après la pluie. Sur le chemin du retour, je me surpris à respirer plus profondément. La douleur restait, mais une place s'ouvrait enfin pour autre chose. La paix. Ce soir-là, de retour chez nous, Antoine sortit sur la terrasse. Le vent frais soulevait légèrement ses cheveux. Il me dit, sans se retourner, « Maman, tu m'as sauvée. Sans toi, je serais mort. » Je m'approchai, posai mes mains sur ses épaules. « Non, mon fils, c'est ton courage qui t'a sauvé. Moi, j'ai seulement refusé de te perdre. » Il sourit faiblement. Le soleil déclinait, teignant le ciel de rouge et d'or. Je pensais à Jean, à toutes les années passées, à cette maison qui avait vu tant de douleurs, mais aussi tant d'amour. Une pensée s'imposa, claire. La vie malgré tout continuait. Et nous marcherions dedans, plus forts d'avoir traversé la nuit. Les jours qui suivirent le verdict furent marqués par un étrange silence. Montréal, d'ordinaire si agité, semblait soudain ralenti à mes yeux. Peut-être était-ce moi qui marchais plus lentement, alourdi par des mois de tension, de peur, de nuits blanches. Antoine, lui, reprenait doucement des forces. Ses joues se recoloraient, ses gestes perdaient leur tremblement. Mais je voyais encore dans ses yeux l'ombre de la cabane, ce regard de prisonnier qui guette toujours la porte, même lorsqu'il est libre. Chaque matin, je préparais du café et ouvrais les volets. L'air frais de septembre entrait, porteur d'odeurs de terre humide. Nous prenions le petit déjeuner en silence, comme pour apprivoiser la vie ordinaire. Un matin, Antoine posa sa tasse et dit « Maman, je ne veux plus retourner à Durand Ingénierie, ni dans aucune entreprise. Tout ce monde de contrats, de chiffres et de trahisons. Je ne peux plus. » Je le regardais longuement. Son visage n'avait plus la dureté d'autrefois. Une douceur nouvelle s'y dessinait. « Alors que veux-tu faire ?» lui demandai-je. Il réfléchit un instant. « Je veux enseigner, partager ce que j'ai appris, aider les jeunes à comprendre, à construire sans mensonge, peut-être à l'université de Bordeaux. J'y ai un ami qui m'en a déjà parlé. Ces mots me firent du bien. Ils sonnaient comme une promesse de renaissance. Pourtant, malgré ce désir de changement, la vie ne reprit pas immédiatement son cours. Chaque soir, lorsque la maison se faisait silencieuse, je me surprenais à écouter les moindres bruits. Le craquement du bois, le souffle du vent, un pas dans l'escalier. Mon esprit rejouait encore cette nuit où Antoine était monté à l'étage, alors qu'il n'y était pas. J'avais la sensation que son fantôme passait parfois dans le couloir, comme si l'ombre de la peur restait sans mots, restait imprimée dans nos murs. Un soir, le capitaine Renaud passa nous voir. Il entra avec sa simplicité habituelle, sans bruit, et posa un petit bouquet de fleurs sur la table. Antoine l'accueillit avec un sourire franc. « Capitaine, dit-il, je vous dois ma vie. » Renaud secoua la tête. « Vous devez votre vie à votre mère et à votre courage. Nous n'avons été que les instruments. Nous prîmes le thé ensemble. » La conversation glissa sur des sujets plus légers. La météo, le football, les vendanges. Mais au moment de partir, Renaud me prit à part. « Madame Claire, dit-il d'une voix grave, sachez que l'enquête n'est pas totalement close. Nous avons découvert des comptes offshore liés à Julien Arnaud. Il y a peut-être derrière lui un réseau plus vaste. Vous et votre fils pourriez encore être appelés à témoigner. » Mon cœur se serra. J'avais cru tourner la page. Voilà qu'elle s'entr'ouvrait de nouveau. « Nous serons prêts, »
répondis-je. Quelques semaines plus tard, Antoine reçut une lettre de l'Université de Bordeaux. Ils acceptaient sa candidature comme enseignant vacataire pour donner des cours sur la gestion de projet et l'éthique professionnelle. Ce mot « éthique » nous fit sourire tristement, mais dans ses yeux, je vis briller une joie sincère. Nous organisâmes son départ. La maison reprit des couleurs. Je sortis du linge neuf, préparai des plats à emporter. Quand il monta dans le train, un matin de novembre, je le serrai longuement dans mes bras. « Tu as une nouvelle vie devant toi, » dis-je. « N'aie pas peur. »« Je n'ai plus peur, » répondit-il doucement, « parce que je sais que quoi qu'il arrive, tu seras là. » Le train s'ébranla. Je le suivis du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse. Puis je rentrai seule, le cœur lourd mais fier. Les mois passèrent. J'appris à habiter ma solitude de nouveau. La radio reprit sa place dans la cuisine. Je retrouvai mes habitudes. Arroser les plantes, marcher jusqu'au marché de Montéréal, bavarder avec la boulangère. Parfois, des voisins venaient jeunes me saluer, me dire qu'ils avaient lu dans les journaux l'affaire Martin. Leurs yeux portaient un mélange de compassion et de curiosité. Je répondais avec simplicité, sans entrer dans les détails. Un soir de janvier, alors que je rangeais le linge, le téléphone sonna. C'était Antoine. Sa voix vibrait d'enthousiasme. « Maman, mes étudiants m'écoutent, je leur parle de rigueur, mais aussi de justice. Certains viennent me voir après les cours pour me dire que ça les change. Tu te rends compte? Moi qui croyais avoir tout perdu, je découvre un sens nouveau. » Mes yeux se remplirent de larmes. « Je suis fière de toi, mon fils. » Pourtant, malgré ces nouvelles encourageantes, une inquiétude persistait. Renaud m'appelait parfois pour m'informer. Les comptes de Julien révélaient des transactions avec d'autres sociétés douteuses. Le procès avait mis en lumière une trame plus large. La justice suivait son cours, mais l'ombre de ce réseau planait encore. Un matin, je reçus une lettre anonyme, glissée sous ma porte. Une simple feuille blanche avec ces mots écrits en lettres capitales. « Ce n'est pas fini. » Je restais figée, la main tremblante. Je téléphonai aussitôt à Renaud. Il arriva en quelques minutes, prit la feuille, l'examina. « Des menaces, » dit-il. « Cela confirme que Julien n'était pas seul. Nous allons renforcer votre surveillance. » Je sentis la peur revenir, mais je la combattis. « Qu'ils viennent, » dis-je. « Nous n'avons plus rien à cacher. » Renaud hocha la tête, mais je vis dans ses yeux une inquiétude sincère. Au printemps, Antoine vint passer quelques jours à la maison. Il avait bonne mine, les traits détendus. Il apporta des livres, des copies à corriger. Un soir, nous dînâmes sur la terrasse. Le ciel s'illuminait de teintes roses. « Maman, » dit-il, « je voudrais écrire un livre, raconter mon histoire, pas pour m'apitoyer, mais pour alerter, pour dire qu'il faut rester vigilant, que la jalousie et l'avidité détruisent tout. » Je lui serrai la main. « Écris, mon fils. Les mots ont un pouvoir que les chaînes n'auront jamais. » Mais le lendemain, alors que nous revenions du marché, une voiture noire nous suivit sur plusieurs rues. Je la remarquai la première. Les vitres teintées, les plaques mal fixées. Mon cœur accéléra. Je tirai le bras d'Antoine. « Tu as vu ?» Il se retourna discrètement. Son visage se durcit. « Oui, allons au commissariat. » Nous pressâmes le pas. La voiture ralentit, puis accéléra et disparut. Arrivé devant le commissariat, Renaud nous accueillit aussitôt et nous lui expliquâmes. « Vous êtes surveillé, » confirma-t-il.
Julien est derrière les barreaux. Mais ses associés sont peut-être actifs. Restez prudent. » Antoine croisa les bras. « Je refuse de vivre dans la peur, capitaine. Ils ont voulu m'effacer. Je suis encore là. Je témoignerai encore et encore, s'il le faut. » Renaud posa sa main sur son épaule. « Votre courage est votre œil, arme, mais permettez que nous vous protégions. » Les semaines suivantes furent marquées par cette tension. Mais au milieu de la peur, la vie continuait. Les lilas fleurissaient dans le jardin. Les oiseaux chantaient à l'aube. Et chaque soir, Antoine écrivait quelques pages de son futur livre. Ses mots prenaient forme. Il me les lisait parfois. Ils résonnaient comme une prière et une mise en garde. Un soir, il conclut sa lecture en me regardant droit dans les yeux. « Maman, si un jour mes enfants lisent ce livre, je veux qu'ils comprennent que même dans la nuit la plus noire, il y a une lueur. Cette lueur, c'était toi. » Je ne pus retenir mes larmes. Je le pris dans mes bras. « Non, Antoine, cette lueur, c'était ton courage. Moi, je n'ai fait que veiller. Je n'ai jamais aimé l'été. À Montéréal, la chaleur colle au mur et les voix des voisins montent tard dans la nuit. Pourtant, cet été-là, j'ouvrais grand les fenêtres. J'avais besoin d'air, de grand ciel, de lumière franche pour chasser les ombres. Antoine partageait ses journées entre l'écriture de son livre et quelques allers-retours à Bordeaux pour ses cours. Sa façon de marcher avait changé. Plus souple, plus libre. Pourtant, au moindre bruit de moteur dans la rue, son regard cherchait encore la source. La cicatrice invisible de la cabane n'avait pas totalement disparu. Un matin, il posa un dossier sur la table de la cuisine. « J'ai reçu un courriel étrange, » dit-il. « Un consultant me propose de relancer une filiale endormie de Durand Ingénierie. Il me promet des fonds et un partenariat discret. » « Discret ?» répétai-je. Le genre de mot qui sent la sueur froide. Antoine hocha la tête. Le message ne mentionne aucun nom. Mais l'adresse mail est hébergée sur un serveur qui a déjà servi à Julien Arnaud. J'ai vérifié. Nous appelâmes le capitaine Renaud. Il arriva en fin d'après-midi, sans sirène, sans cravate, comme pour ne pas effrayer nos pensées. Il lut le message, prit des notes, téléphone en main. « C'est une perche, » dit-il. « Peut-être qu'ils veulent vous tester, voir si vous êtes encore manipulable. Si vous acceptez un rendez-vous, nous pouvons les identifier. » Je sentis mes mains devenir moites. « Et si c'était un piège ? » ?»« Ce sera un piège, » répondit Renaud calmement. « Mais un piège que nous ferons nôtre. » Le rendez-vous fut fixé pour le vendredi suivant, à 19h, dans un hôtel d'affaires près de la Rocade. Antoine devait venir seul, avec une clé USB contenant un échantillon de protocole. Il n'apporterait rien, sinon son sang-froid et, invisible, notre confiance. Renaud installa une équipe discrète sur place. 2 agents à l'accueil, un autre derrière le bar, une patrouille à l'extérieur. Il me pria de rester chez moi. J'acceptai, et je sus que je n'obéirais pas tout à fait. Une mère n'obéit jamais à la peur quand son fils entre dans la gueule du loup. Le soir venu, j'enfilai une veste claire, coiffai mes cheveux en chignon et glissai mon vieux chapelet dans ma poche. Je pris le tram 2 stations, puis je terminai à pied. L'hôtel brillait comme une coque neuve sous le soleil couchant. J'aperçus Antoine s'avancer, seul. Il avait l'allure d'un professeur qui va parler de morale dans une salle pleine d'actionnaires. Il se retourna une seconde, comme s'il avait senti mon regard. Je me fondis derrière un pilier. Il ne me vit pas. C'était mieux un instant dans le hall. Un homme en costume gris se leva d'un fauteuil, grand, lisse, cheveux plaqués.
un sourire qui n'atteignait pas les yeux. « Monsieur Martin, je suis Vidal. Trinquons à l'avenir. » Il conduisit Antoine au bar. Je m'assis plus loin, à demi caché par un bac de plantes. Je distinguais des fragments de phrases. Relance, partage de bénéfices, confiance. Puis un nom tomba, lourd comme une clé. Solstice Capital. Ce nom, nous l'avions déjà vu dans les relevés de Renault. Une coquille vide, alimentée par des virements anonymes. Je sortis discrètement mon téléphone et envoyai le mot « Solstice » à Renault. Réponse instantanée. « On les tient. Restez hors de vue. » Je serrai mon chapelet dans ma poche. J'aurais voulu poser ma main sur l'épaule d'Antoine, lui dire que je n'étais pas loin. Mais je me tusse. L'amour, parfois, c'est se taire au bon moment. Vidal glissa une enveloppe vers mon fils. Des contrats. Antoine feuillote lentement, prenait son temps, posait des questions. Je reconnus son calme d'ingénieur, celui qui vérifie les fondations avant de poser la première pierre. Soudain, la voix d'Antoine se fit plus ferme. Ces clauses d'indemnisation anticipée sont illégales, dit-il. Et cette société, Solstice, n'a pas d'adresse fiscale claire. Je ne signe pas. Le sourire de Vidal se figea. Vous réfléchirez. Nous avons des moyens de convaincre. Il eut un geste du doigt. 2 hommes se levèrent de l'automate de l'autre côté du bar. L'air se densifia. Je me levai aussi, prête à courir. Mais au même instant, une main se posa sur mon avant-bras. « Renaud, maintenant, » murmura-t-il. Les agents surgirent sans fracas, comme des ombres bienveillantes. Contrôle leur identité, mains ouvertes, carte sortie. Vidal tenta d'attraper l'enveloppe. Renaud, d'un geste sec, la saisit. Les 2 hommes qui avançaient vers Antoine levèrent les paumes, stoppés par une voix claire. « Police, restez où vous êtes. » Tout se passa en silence, presque poliment. Quelques minutes plus tard, Vidal était menotté. Les convainqueurs aussi. Antoine, pâle mais droit, vint vers moi. « Je savais que tu ne resterais pas à la maison, » dit-il avec un mince sourire. « Je n'ai pas bougé, » mentis-je. « J'ai juste avancé mes prières. » Renaud nous fit signe de rentrer. « On vous recontacte, dit-il. Vous avez été impeccable. Ce nom, Solstice, c'est un fil. Nous allons tirer jusqu'au bout. » La nuit tomba sur Montéréal. Dans la cuisine, je remis la radio. Un vieux boléro emplit la pièce, fragile et doux. Antoine se servit d'un peu de soupe, trempa du pain, mâcha lentement. Sa main tremblait à peine. « Ce n'est pas fini, maman, » souffla-t-il. « Mais je sens que la terre se remet sous mes pieds. »« La terre est là, » répondis-je. « Elle ne t'a jamais quitté. Tu avais seulement la tête dans la tempête. » Les jours suivants, les nouvelles arrivèrent comme des perles sur un fil. Vidal n'était qu'un messager. Solstice Capital finançait des opérations troubles, rachetait des dettes, alimentait des fausses faillites. Un nom revenait. Delattre, ancien associé de Julien, resté dans l'ombre pendant le procès. L'équipe de Renault remonta la piste jusqu'à un entrepôt logistique aux abords de la ville. Ils y trouvèrent des serveurs, des coffres, des dossiers. Assez pour ouvrir un nouveau chapitre judiciaire. Lorsque Renaud m'appela, sa voix avait cette gravité calme que je lui connaissais. « Madame Claire, votre intuition à l'hôtel a accéléré les choses. Nous allons inculper Delattre. Je préfère que vous et Antoine restiez discrets pendant quelques semaines. »« Nous serons prudents, » dis-je, « mais nous n'avons plus peur. » Je raccrochai. Sur la table, le manuscrit d'Antoine s'empilait en chapitres numérotés. Je passai la main sur les pages. Le papier était tiède,
comme s'il avait gardé un peu de sa chaleur. « Tu sais, dis-je en souriant, ton livre aura plusieurs fins. La justice d'abord, puis la paix, et enfin, la vie. Alors j'écrirai les trois, répondit-il. L'automne revint, orange et doux. Antoine présenta sa première conférence publique à l'université de Bordeaux. L'amphithéâtre était plein. On l'avait invité à parler d'éthique et de responsabilité. Je m'assis au dernier rang. Il commença sans notes. Sa voix était simple, posée. Il ne parla pas longtemps des chaînes ni des menottes. Il parla de l'instant où l'on choisit, du moment exact où un cœur accepte la jalousie ou la rejette, où un esprit nourrit le mensonge ou refuse de le servir. Il dit aux étudiants qu'ils seraient un jour tentés par des raccourcis en costume. Il leur dit que le plus court chemin vers le succès passe souvent par la forêt de la honte et qu'on en sort toujours plus pauvre. À la fin, l'amphithéâtre se leva. Des mains frappèrent, longtemps. Je n'applaudis pas. Je priais en silence. Merci, Seigneur, de m'avoir laissé voir ce jour. Le lendemain, Antoine reçut une invitation inattendue. Intervenir dans un petit lycée technique de Mont-de-Marsan. Il accepta. Nous prîmes la voiture, tous les deux, comme autrefois quand je le conduisais au concours. Sur la route, les pins défilaient, droits, comme des soldats bienveillants. « Tu te souviens ?» demanda-t-il, de la fois où tu as vendu la vieille bague de grand-mère pour payer mon inscription au diplôme. « Ce n'était qu'un anneau, répondis-je. Tu étais ma vraie richesse. Il rit doucement. Dans ce rire, il y avait une maturité nouvelle, une paix qui ne dépendait plus de rien d'autre que de sa conscience. Quand nous rentrâmes, un courrier nous attendait. Un simple papier à en-tête. Parquet de Montréal. Je l'ouvris avec des mains qui se voulaient calmes. De l'âtre était mis en examen. Les liens avec Julien, les comptes, l'incitation aux faux accidents, tout se recollait. Une phrase conclut la lettre. Votre témoignage initial a été déterminant. Je posai la feuille sur la table et m'assis. Antoine s'agenouilla près de moi. « Maman, dit-il, on y est ? » « Oui, mon fils. » Nous fermons la porte sans claquer. Doucement, définitivement. Les mois qui suivirent furent nets pour une fois, modestes et heureux. Le jardin reprit de la vigueur. Un rouge-gorge se fit un nid sous l'auvent. Renaud passa un dimanche, sans dossier, avec un gâteau qu'il avait lui-même raté. Nous le mangeâmes quand même en riant. Il posa un instant sa main sur ma vieille radio. « Ce boléro-là, dit-il, je le reconnaîtrai entre mille. »« Moi aussi, répondis-je. Il me rappelle que l'amour ne s'éteint pas, même quand la pluie frappe fort. » Un soir d'hiver, au terme d'une journée simple, Antoine m'annonça que son livre était terminé. Le titre me donna des frissons. La lueur et le vent. Il me tendit le manuscrit relié, avec une dédicace qui tenait en 8 mots. Pour ma mère, phare au milieu du large. Je ne sus que dire. Je posai mes lèvres sur son front, comme autrefois, quand il s'endormait à peine rassuré par ma présence. Plus tard, je me rendis seule à l'église de notre quartier. Une bougie dans la main, une prière au bord des lèvres. Je pensais à Paul, à tout ce qui était parti, à tout ce qui était revenu, à Valérie aussi, à ce qu'une jalousie mal soignée peut faire de nous. Je demandais la grâce de ne haïr personne. La haine attache encore quand la justice a libéré. Je priais pour que la justice reste ferme et pour que mon cœur reste tendre. Les deux, à la fois. C'est cela, vieillir sans s'assaigrir. En sortant, la nuit était fine et froide. Montréal bruissait à peine. Les fenêtres allumées dessinaient des îlots d'or.
J'eus la sensation nette que la vie tenait ses promesses. Elle n'oublie pas les braves. Chez nous, la radio parlait bas. Antoine écrivait un courriel à ses étudiants. « Demain, nous parlerons d'intégrité. Apportez vos questions, pas vos slogans. » Je me surpris à sourire. Ce fils-là n'était plus à sauver. Il avançait, et moi avec lui. Si vous qui m'écoutez, un jour, entendez frapper à votre porte une nouvelle qui brise l'âme, rappelez-vous ceci. La vérité a des jambes patientes. Elle rejoint toujours ce qu'il appelle sans relâche. Tenez vos mains propres, tenez vos cœurs droits, et n'ayez pas honte d'aimer au point de désobéir à la peur. On nomme cela du courage, mais c'est simplement de la fidélité. Ma voix n'est celle que d'une mère. Elle ne porte pas plus loin que ma petite cuisine. Et pourtant, voyez, elle a traversé la pluie, les sirènes, les couloirs d'un tribunal, pour revenir à la chaleur d'un boléro et d'une soupe. C'est cela, la victoire. Pas des lauriers, ni des discours. Une chaise, une table, deux mains qui se retrouvent. Antoine dort, à présent. J'éteins la radio. Je laisse les fenêtres entr'ouvertes. La nuit respire. Je me tourne vers la photo de Paul et je chuchote. « Tu vois, mon amour, notre garçon tient debout. Je tiens aussi. Et demain, je ferai des crêpes. » Voilà comment on célèbre la justice. Avec de la farine, du lait, du sucre et le calme d'une maison enfin rendue à la douceur. La tempête est passée. La lueur demeure. Et le vent, pour une fois, n'est plus contre nous. Il souffle au large et il nous laisse en paix